Il est 7h44 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité, c'est Maxime Sbaï. Bonjour, économiste, expert associé sur les questions économiques et démographiques à l'Institut Montaigne. C'est pas facile d'être expert en questions de démographie ces derniers temps. Est-ce qu'on souffre un peu quand on est démographe et qu'aujourd'hui, on entend qu'on revient sur la réforme des retraites ? Oui, parce qu'on a l'impression quand même que on est dans un déni de démographie en France. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, effectivement, d'idéologie, on parle de décisions politiques, on a l'impression que d'un trait de plume comme ça, on peut mettre sur pause certaines réformes, sauf que la démographie, en fait, elle n'attend pas. Et je vous rappelle qu'en fait, on est dans une situation démographique complètement inédite en France. La pyramide des âges est en train de s'inverser, hein, la dénatalité en bas qui fait maigrir la pyramide, ça fait 15 ans que les naissances baissent, et puis le baby-boom d'hier est devenu un papy-boom, et donc elle grossit par le haut. Or, en 45, on fait les 80 ans de la Sécu. En 45, quand on a fondé tout ça, on s'est dit il y aura toujours beaucoup de jeunes pour payer pour très peu d'aînés. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Je vous rappelle que les moins de 20 ans sont mis en minorité par les plus de 60 ans. Et c'est la première fois dans l'histoire de France que ça arrive. Et donc, on est un pays de vieux qui se prend encore pour un pays de jeunes. Vous voyez, c'est ça tout le problème. Et pourquoi ? Comment on fait pour sortir du déni ? Alors le pourquoi, c'est parce que déjà, c'est très compliqué de se voir vieillir à titre individuel, et donc à titre collectif encore plus, et on est encore effectivement dans cette illusion française de croire qu'on fait encore beaucoup d'enfants, et que nous, on serait l'exception démographique. On l'a été jusqu'en 2010, parce qu'on faisait encore beaucoup d'enfants, et donc on était un pays relativement plus jeune que les voisins. Ça c'est fini, et la natalité qui s'effondre fait que on se retrouve en fait dans la même tendance mondiale. Là où c'est encore plus dangereux pour la France, c'est que nous, on est plus sensible que nos voisins à la démographie parce qu'on a basé tout notre modèle social là-dessus. Et la répartition, c'est la démographie. Et donc, quand la démographie commence à flancher et à se retourner, c'est tout le système par répartition, si vous voulez, qui commence à marcher sur la tête parce qu'on se retrouve avec de moins en moins d'actifs pour financer toujours plus de retraités. Donc, le fait de revenir sur cette réforme, c'est un mauvais signal parce que ça donne l'idée qu'on n'a pas besoin de réforme, tout simplement. Ça donne l'idée qu'on peut se passer de la démographie. Or, on ne peut pas se passer de la démographie. La démographie, en fait, elle se venge sur ceux qui la méprisent parce qu'elle refacture doublement tous les efforts qui sont refusés aujourd'hui. Et on le voit d'ailleurs, on l'a vu en Italie, on le voit en Allemagne sur ce qui se passe, on le voit dans tant de pays. Ceux qui s'amusent, Giorgia Meloni en Italie, qui signe des décrets pour faire venir des travailleurs étrangers parce que sa population active est déjà en train de baisser. Tout ça, c'est lié à une toile de fond qui est la démographie. Et nous, en France, en fait, on réalise pas ce que c'est qu'un pays avec 18 millions de retraités. C'est nouveau, La France n'a jamais connu ça, 18 millions de retraités qui vont devenir 20 millions dans les années à venir. Et ça change complètement la macroéconomie déjà, parce qu'ils surépargnent, parce que ça fait baisser la consommation. Ça change complètement le modèle social aussi, parce qu'on est le seul pays au monde aussi, en parallèle de ça, où les retraités ont désormais un niveau de vie équivalent à celui des actifs, où le taux de pauvreté des retraités est le plus bas de toutes les classes d'âge, et où en plus on passe le plus de temps à la retraite, puisque c'est une vingtaine d'années en moyenne. Donc en fait, on a vraiment tout ça qui se conjugue, et moi je suis aberré de voir certains débats sur les retraites, où il n'est pas une seule fois mention de la démographie, parce que l'idéologie a pris tellement de place qu'elle occulte la démographie. Alors, ce changement majeur, comment on fait pour tenter d'y remédier ? Travailler plus, ok, mais pour vous, c'est quoi la bonne réforme des retraites ? C'est celle à point, c'est mettre un peu de capitalisation, c'est quoi ? Alors, dans l'immédiat, je pense que ce qu'il faut faire, c'est déjà résorber les déficits sociaux. Puisque aujourd'hui, il faut rappeler qu'on accumule, ça va être probablement 5 milliards cette année, et même avec la réforme Borne d'ailleurs, si elle était complètement opérationnelle, on accumulerait quand même 15 milliards d'ici 2035, ce qui ferait une dette de 400 milliards d'ici 20 ans. Donc en fait, on n'est pas du tout là où il faudrait être, et aujourd'hui, on s'endette quand même sur le dos des petits-enfants pour payer les retraites et les médicaments des grands-parents. C'est une aberration totale, ça devrait offusquer chaque citoyen soucieux, vous voyez, de la bonne gestion de son argent, puisque c'est son argent. Donc déjà, il faut résorber ça, il va falloir faire un énorme effort sur les retraités. Les 10% d'abattement aussi sur l'impôt sur le revenu pour les retraités, on a remplacé ça par quelque chose de forfaitaire. Je pense que la prochaine fois, il va falloir tout simplement le supprimer. C'est 4 milliards, c'est ça ? Oui, c'est à peu près 4 milliards. Désindexer les retraites, ça, il va falloir dépolitiser cette indexation-là. Il va falloir contenir la dépense publique, et la première dépense publique, la première dépense sociale, ce sont les dépenses de retraite. Et donc, il va falloir qu'on aille contre la tendance démographique et que donc on désindexe. Et puis, à terme, effectivement, il y a la question des points. Alors, c'était ce que Jean-Paul Delevoye avait dans ses cartons. Oui. Vous vous rappelez, on a passé des mois et des mois, presque des années. Et puis après, il y a eu le Covid, et puis tout ça a été enterré. Donc peut-être qu'il faut aller redemander à M. Delevoye... la CFDT est pour, l'a dit sur ce plateau Marie-Lise Léon. Pour elle, c'est la réforme la plus juste. Elle veut revenir sur ce projet de réforme. Oui, parce que le problème avec l'âge légal, mais vos deux chroniqueurs avant l'ont bien expliqué, le problème c'est que ça met une espèce de couperet, ça fait croire à tout le monde qu'on a avec les points, on fait ce que vous voulez. La même ligne d'arrivée. Avec les points, on fait ce qu'on veut. Par contre, dans la retraite à points, le diable est dans les détails. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir comment on valorise le point.
Et tout est là. Si le point est valorisé en fonction de l'espérance de vie, en fonction justement des équilibres budgétaires et de la démographie, très bien. Si le point, ça devient un marchandage politique, voyez, où on fait une usine à gaz, comme on sait très bien les faire en France, à la fin, on ne sera pas vraiment gagnant. Et puis, il y a aussi la question des retraités actuels, parce que si le système à points, c'est uniquement pour les actifs qui arrivent, ça va être compliqué. Parce que je vous rappelle que les actifs d'aujourd'hui, ils cotisent plus que leurs parents, ils vont devoir travailler plus longtemps que leurs parents, et en plus, ils vont toucher des retraites moindres. Et donc, d'ailleurs, c'est toute la supercherie, excusez-moi, de cette suspension de la réforme des retraites qu'on fait passer pour une mesure sociale. Ça n'a rien de social en fait, hein. C'est une trahison de l'avenir. Je dirais même c'est un braquage générationnel, puisqu'en fait on va faire payer aux jeunes tout ce qu'on refuse aujourd'hui, et c'est eux qui vont devoir rattraper tout le retard qu'on prend. Alors, sans vouloir rajouter une petite couche sur les baby boomers, en plus, ils ont beaucoup d'argent, ils ont épargné énormément. C'est quand même cette question de l'héritage avec cette génération, dont il va y avoir un afflux d'argent qui va, à un moment donné, affluer sur la génération d'après. Là, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a une manne fiscale, si je puis dire, à prendre? Il y a un sujet macroéconomique là aussi. Alors, il y a un sujet macro, mais avant de vouloir taxer, il faut déjà penser que là aussi, le vieillissement démographique a complètement changé la logique de l'héritage. Aujourd'hui, on hérite à 55 ans en moyenne. À la Libération, c'était 35 ans. Et donc là aussi, les baby-boomers qui vont léguer leur patrimoine, qui est la génération la plus riche de l'histoire, puisqu'ils ont eu quand même des conditions patrimoniales, à la fois d'épargne et immobilière, avec des plus-values qu'aucune autre génération ne connaîtra. Ils vont léguer tout ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des retraités qui héritent de retraités. En gros. Et donc en fait, la courroie de transmission patrimoniale entre les générations, elle est cassée. Il faut sauter une génération. C'est pas la même chose. Alors oui, il faut sauter une génération. Le problème, c'est qu'on a quelque chose qui s'appelle la réserve héréditaire en France, en fait, qui vous bloque. C'est très compliqué de la contourner, et elle vous oblige en fait à transmettre en ligne directe à la génération suivante. Alors il y a quelques exceptions qui ont été déjà amorcées, mais je pense que en fait l'idée, c'est d'aider directement, vous voyez, des grands-parents aux petits-enfants. Ça aujourd'hui en fiscalité, c'est pas terrible. Vous pouvez faire des petites donations, mais vous ne pouvez pas dépasser. C'est limité dans le 35 000, temps, c'est pas terrible. Puis il y a toute la question de la liquéfaction du capital, parce que le patrimoine, il est aussi beaucoup immobilier. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour monétiser ça, pour ensuite pouvoir le transmettre plus rapidement? Donc, avant de penser à taxer, déjà, pensons peut-être à donner peut-être plus de possibilités, plus de liberté. Une question de liquidité, en fait. Voilà. Pour le liquéfier, pour le transmettre, et pas forcément le transmettre en ligne directe d'ailleurs, parce que ça peut être, la réserve héréditaire, c'est un outil de reproduction sociale énorme, c'est le plus gros outil de reproduction sociale qu'on a inventé en France, de pouvoir aussi donner à des bonnes causes, à des associations, à des musées, à des entreprises. Pouvoir déshériter ses enfants, c'est ça que vous voulez dire. Oui, on peut très bien laisser la liberté totale de faire ce qu'on veut de son patrimoine, de son vivant. Le problème, c'est qu'il y a aussi un problème de culture économique globale chez les Français. Vous avez fait avec le Club Landois une étude, vous êtes allé regarder la feuille de paye dans ce qu'on comprenait les Français, et en fait, on voit qu'on ne comprend rien. Oui, au Club Landois, en fait, on a voulu, avec les 80 ans de la Sécu, essayer de comprendre si les Français comprennent encore quelque chose de la sécurité sociale. Et donc, on est passé de la fiche de paye, puisqu'on s'est rendu compte quand même que les 3/4 des Français, salariés français qu'on a sondé la lisent, donc c'est quand même 15 millions de Français qui tous les mois lisent leur fiche de paye, c'est le mensuel le plus lu de France, et de creuser ensuite par le biais de cette fiche de paye la compréhension de toutes les lignes, puisque sur la fiche de paye, tout le modèle social est là, si on regarde chaque chose. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est très lue, mais elle n'est pas comprise. Les cotisations ne sont pas comprises, et ce qui nous a beaucoup étonné, et on revient sur les retraites, c'est qu'on a testé certaines affirmations, et notamment mes propres cotisations retraite financent ma future pension de retraite. C'est faux en répartition, ça c'est de la capitalisation. On n'a que la moitié des salariés sondés qui répondent de la bonne manière à cette question. C'est-à-dire que l'autre moitié, et ça c'est quand même assez vertigineux, pense qu'on fait déjà de la capitalisation. Alors, ou ne sait pas répondre, ou effectivement pense que c'est de la capitalisation. Et c'est tout le problème d'ailleurs du système des retraites actuel, c'est qu'on a une grande partie des Français qui raisonnent par capitalisation dans un système par répartition. Et vous voyez, et le mal vient aussi de là. Alors, ce qu'on fait, c'est de la culture économique, et nous, c'est ce qu'on fait au Club Landois. On organise le 20 novembre un très grand événement où on va mettre la fiche de paye avec une énorme tour Lego pour permettre aux gens de comprendre, vous voyez, toutes les lignes et comment tout ça, les cotisations salariales. On va faire des Lego, on va rendre ça très concret. C'est très BFM Business. Ça. Matérialiser ça. L'idée, c'est de sortir de la complexité en expliquant. Il faut qu'on passe du temps à faire de la pédagogie auprès des Français. Il faut qu'on leur explique ça. Moi, je veux bien faire des référendums, je veux bien poser plein de questions, je veux bien faire plein de réformes. Mais d'abord, il faut comprendre comment ça fonctionne. Merci beaucoup Maxime Bailly d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.